Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur Challenge. Alors ce soir, nous allons nous demander où en est le marché de l'automobile. Beaucoup de vous se posent des questions et sont même inquiets par rapport à ce qu'on leur annonce. Et beaucoup d'inquiétudes aussi parce que lorsque l'on va chez le concessionnaire, on nous répond souvent qu'il n'y a rien ou que c'est trop cher. Alors pour en parler et pour répondre aux questions que vous vous posez, j'ai voulu inviter deux spécialistes, un expert consultant économique, Mohamed Yadaden. Vous avez été longtemps chez les concessionnaires automobiles, notamment Renault Algérie, Peugeot Algérie et même pour pour d'autres opérateurs. Nous verrons lesquels. Mourad Saadi, vous êtes journaliste très spécialisé en automobile et bien connu du monde de la sphère automobile puisque vous dirigez le magazine L'Automobile. Merci à vous deux donc d'être là. Et alors, j'ai pour ambition ce soir de vouloir répondre à toutes les questions que se posent les téléspectateurs sur ce marché. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de bouleversements, de chamboulements. Des textes juridiques sont apparus et des nouvelles pratiques sont également apparues. Je voudrais qu'on fasse le point. Alors, aujourd'hui, ce marché, est-ce qu'on peut d'abord, aujourd'hui, avoir un choix de véhicule pour pouvoir acheter? J'ai été dernièrement chez un concessionnaire, et pourtant c'est Renault Algérie en l'occurrence, et on m'a dit que je ne pouvais pas prétendre faire de commande de réservation de véhicule. Alors, c'est grave, non ? Oui, c'est un peu les fruits et la résultante de l'évolution de la situation qu'a vécu le marché de l'automobile à ce jour. Effectivement, le marché est quelque part déstructuré et le consommateur algérien ne pourrait en aucun cas trouver le véhicule de son choix ou qui corresponde carrément à son budget au jour d'aujourd'hui. Les volumes du marché ont été pratiquement réduits à leur plus simple expression. Avec les quotas 2016 et même les quotas révisés, on n'atteint pas les 100 000 unités pour l'année, pour un marché qui a eu des périodes de pointe où il a atteint les 400, les 500 000 véhicules an. Donc la problématique se pose. D'accord, mais on est complètement dans la stratégie de l'État, puisque c'est un quota de 80 000 véhicules qui avait été 83 000. arrêté. 83 000. Donc que l'on soit à moins de 100 000 véhicules, c'est quelque chose qui répond à la stratégie. Alors justement, du point de vue stratégique, Mourad Saadi, du point de vue stratégique, oui. Où on veut en venir l'État? Quelle est l'ambition de l'État en la matière? Elle s'inscrit dans une politique d'industrialisation de l'automobile. Et évidemment, les raisons sont connues de tous. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que je déplore un petit peu la manière dont ça s'est fait. Il y a eu certes des décisions, des textes de loi, un cahier des charges. Ça a commencé en 2014 avec l'arrivée du cahier des charges pour des raisons de sécurité, nous disait-on à l'époque. On n'en parle plus maintenant de ces raisons de sécurité. Et donc, industrialiser, oui, d'accord, mais la méthode, on peut en discuter. J'en veux pour preuve, pour rester dans des proportions un petit peu raisonnables, tous les réseaux des concessionnaires, je parle des agents agréés, parce que les patrons d'affaires, moi je ne m'inquiète pas trop pour eux. Par contre, tous les employés qui ont travaillé pendant des dizaines d'années chez de nombreux concessionnaires sont aujourd'hui à la rue. Sur 178 concessionnaires, il reste aujourd'hui une quarantaine, que sont devenus des milliers d'emplois qu'avait généré la distribution automobile. Maintenant, pour revenir à l'industrie, il fallait bien commencer par quelque chose. Mais je trouve que la démarche est un peu confuse, dans la mesure où on nous parle d'usines de montage, alors qu'il aurait fallu, à mon avis, à mon humble avis, commencer par produire de la pièce de rechange. Aujourd'hui, les choses se sont emboîtées. Il y a des usines de montage. Il y a Renault et Hyundai qui sont sur le terrain.
je souhaiterais que ces marques, les représentants de ces marques puissent faire en sorte à attirer autour de leurs infrastructures de production des équipementiers, seuls à même de garantir la qualité du produit. Des équipementiers reconnus, je veux dire. Et ça, c'est pas évident. C'est à qui de jouer ce rôle, de les faire venir, ces équipementiers, ou de les voir s'installer, de se produire? C'est bien sûr à l'État algérien d'accorder des facilitations, des exonérations, enfin des avantages fiscaux. Et c'est aussi aux partenaires de convaincre ces équipementiers sur d'autres sites de production qu'ils ont à l'étranger de les rejoindre en Algérie pour donner un coup d'accélérateur en termes de qualité de production et en termes de niveau de production, c'est-à-dire en termes de volume. Alors, Mohamed Yadaden, l'État, on a écouté M. Saadi, donc l'État s'est engagé résolument pour le développement de l'industrie, et c'est en soi une bonne chose. Mais est-ce que cette période transitoire a-t-elle été bien gérée selon vous? Parce que tout le monde est très perturbé actuellement. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Et là, l'autre question que j'aimerais vous poser, c'est si on fait le ratio entre ce qui se passait avant en termes d'importation et ce qui va se faire maintenant en termes industriels, est-ce que finalement, à l'unité automobile, est-ce que le véhicule ne risque pas de coûter plus cher à l'industrie qu'à l'importation? Bien. Effectivement, avant d'enchaîner par rapport à cela, je voudrais juste abonder dans la même réponse qu'a dit M. Saadi. Il y avait aussi une raison économique, c'est-à-dire que l'État avait comme objectif de réduire la facture des importations, donc pour pouvoir éventuellement passer au volet industrialisation. L'industrialisation, effectivement, s'est fait dans un laps de temps assez court. La preuve en est, à partir de janvier, tout concessionnaire qui n'aurait pas engagé un projet industriel, théoriquement, se verrait retiré de la liste pratiquement des acteurs présents sur le marché. Bien. Donc cette industrie obéit en quelque sorte à presque un transvasement, si vous voulez, un transfert de l'activité qui était purement commerciale vers une industrie. Mais malheureusement, comme disait M. Saadi, ça s'est fait en un laps de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas une vision stratégique à terme. Vous savez, une politique industrielle se base sur une stratégie que l'on inscrit dans le temps. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a assisté à l'avènement de certains projets, entre guillemets, qui travaillent sur des SKD, des CKD, et qui se devraient à terme, parce que là aussi, le dernier cahier des charges auquel doivent obéir les concessionnaires automobiles en termes de production, et il convient de dire que c'est des projets industriels, c'est-à-dire qu'il y a des projets de fabrication. Donc aujourd'hui, quand on annonce un projet à 5 000, à 3 000 unités, à 4 000, 7 000 unités, personnellement, je ne vois pas où est l'industrialisation et comment pourra-t-on arriver à l'équilibre du marché. Certes, il y a eu quelques projets annoncés avec des volumes plus conséquents, et c'est là on pourra peut-être envisager un niveau plus élevé en termes d'industrie. Donc, en conséquence, en termes de prix, le risque, effectivement, c'est que ces produits-là, s'il n'y a pas réellement une intervention, une compression d'un certain niveau de charge pour pouvoir trouver l'équilibre de ces projets, personnellement, je ne verrais pas comment ne pas avoir des prix plus élevés par rapport à ce qui était importé. Et la preuve en est. Le niveau de prix atteint par toutes les gammes de produits sur le marché en Algérie à ce jour. Des industriels ont déposé leurs projets, pas tous les concessionnaires, parce qu'ils ne le pouvaient pas, en fait, c'est ça? C'est selon. Chacun a sa stratégie de développement, chacun a sa vision des choses. Les pouvoirs publics ont imposé aux concessionnaires une date butoir, 1er janvier 2017.
pour qu'ils récoltent, pour que les pouvoirs publics récoltent des dossiers de projets industriels. Maintenant, moi, selon mes connaissances, selon mes informations, ils sont nombreux à avoir déposé des projets, mais certains n'ont pas reçu de réponse. D'accord. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a combien d'acteurs aujourd'hui dans l'industrie automobile en Dans Algérie? l'industrie, je peux vous les citer. Oui, s'il vous Il y a plaît. Renault Algérie, qui est active depuis novembre 2014. Il y a TMC, Tahkout Motors Company. Il y a GMI, Sur quel véhicule? sur la marque Hyundai, VP, véhicule particulier. Il y a le concessionnaire GMI qui est installé à Batna, qui monte des camions Hyundai. C'est une entreprise familiale? Je ne connais pas les propriétaires. Une entreprise privée, familiale. Oui, C'est quel nom? c'est GMI, Global Motor. Non, mais le nom des propriétaires? Je ne connais pas. D'accord. Poursuivons. Il y a un projet Toyota pour faire 2000 camions Hino, de la marque Hino, et aussi en parallèle la production de plaquettes de frein et d'étriers, etc. Un système de freinage. Projet Sovac également? Il y a le projet Sovac. Celui-ci, je le trouve particulièrement intéressant dans la mesure où il concerne à la fois 3 marques, Seat, Skoda et Volkswagen. Et Avec une promesse de sortir les premiers véhicules en juin ou juillet? Dans le premier semestre 2017, un niveau de production de 150 000 unités quand même. D'accord. Et ça, vous pensez... c'est à terme, À monsieur terme, à Haddad. terme, oui. Ça, c'est à terme, Mais- d'ici 4-5 ans. D'accord, mais on pourra voir des véhicules sortir, des véhicules Golf notamment, sortir en juin, juillet en Algérie? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ramener des véhicules démontés pour les remonter en Algérie, oui, C'est c'est facile. faisable. Vous D'accord. pouvez faire n'importe quelle voiture. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ça m'intéresserait de voir... Pourquoi je parle du projet Sovac et je dis qu'il est intéressant? En fonction du volume annoncé, à terme, pardon, il est À terme, prévu, on parle de combien d'années? d'ici 4 ans, D'accord. je crois savoir que, donc, avec ce volume de 120-150 000 véhicules d'ici quelques années, ça sera donc un véritable site de production avec des investissements très lourds. C'est-à-dire qu'on verra des presses, on verra des robots, un niveau de robotisation, voilà. Donc ce sera vraiment un site industriel. J'espère qu'il en est de même pour TMC, pour Renault Algérie et pour le projet Peugeot aussi. Il y a un projet Peugeot. Voilà. D'accord. Pour Renault Algérie, donc je le disais en introduction, ils ont du mal à alimenter, à prendre. Ils ne prennent même pas de commandes actuellement, si je ne m'abuse, dans les concessions. Comment se fait-il que eux soient dépassés? La demande est si forte? Ben, parce que tout simplement, ils subissent la politique des quotas Oui. à l'importation et l'usine, enfin le site de montage de Oued-Tlilat à Oran, n'arrive pas, ne dispose pas de moyens de production conséquents qui permettent de faire évoluer les volumes rapidement. Est-ce qu'ils ont au moins rempli leurs engagements qu'ils devaient tenir? Selon ce que nous ont dit les responsables de Renault au dernier salon de l'auto à Oran, ils ont dépassé leurs engagements, c'est leur dire. D'accord. Sur les... Oui, monsieur Haddad. Et puis ça reste sur des segments bien précis. Donc ce n'est pas tous les modèles Renault qui sont fabriqués. Aujourd'hui, il y a la Renault Symbol, Clio Symbol, et également, depuis Dacia quelques temps, Sandero Stepway. D'accord, Le oui. Dacia. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la politique d'industrialisation est rédhibitrice? C'est-à-dire qu'elle est difficile, c'est difficile de répondre au cahier de charge, ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout le monde? Non, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, je vous dis, il y a des prétendants qui sont intéressés à installer des usines et qui n'ont pas eu de réponse. D'accord. Oui. Quant à la politique industrielle, vous savez, on part avec un déficit énorme. On n'a pas de maîtrise technique de production, on n'a pas d'ouvriers qualifiés, on n'a pas de réseau d'équipementiers. On part donc sur cette aventure industrielle avec un déficit très difficile à surmonter. Voyez Renault Algérie. Au jour d'aujourd'hui,
il ne travaille, après 2 années, il ne travaille qu'avec 4 équipementiers. Et en plus, ces équipementiers-là, c'est à peu près 15% de taux d'intégration. Alors, Yadaden, quelle est la sortie de la solution, justement, pour essayer d'éviter cette pauvreté en termes d'équipementiers et puis cette pauvreté en termes d'ouvriers qualifiés? Je pense qu'il y a deux aspects, en quelque sorte. Par rapport donc à l'industrialisation, il s'agira de travailler davantage sur le fait que chaque marque, chaque concessionnaire, représentant une marque ou 2 ou 3, puisse se faire accompagner par certains équipementiers qui sont déjà affiliés en quelque sorte au groupe. Et cela aussi permettra de favoriser l'émergence d'une industrie locale chez, par exemple, tous les investisseurs qui étaient déjà dans la pièce de rechange, y compris dans l'importation, la distribution de pièces de rechange, qui sont peut-être à même aujourd'hui de faire ou de faire fabriquer certaines choses en Algérie en termes de pièces de rechange ou d'accessoires pour les véhicules. Mais il s'agira aussi de travailler dans les normes industrielles, les normes imposées par chaque marque. Ça veut dire que c'est un niveau de qualité, un niveau d'exigence à ne pas négliger. D'accord. Et donc, comment y arriver? Comment faire pour trouver ce type d'industrie au niveau? Pour y arriver, donc l'accompagnement est nécessaire par les différents intervenants en termes d'équipement ou accessoires automobiles, mais également il y a un autre niveau, c'est la formation. La formation, ça veut dire que si on avait anticipé ce volet industrialisation, aujourd'hui, avant même que l'usine ne démarre, les équipes auraient été déjà en formation. Par exemple, c'est aussi élargir ces formations à certains centres de formation de l'État qui permettraient, tels que l'ITEM de Beaulieu, par exemple, qui forment d'excellents techniciens supérieurs, y compris dans le domaine de l'automobile. Et ça permettra de préparer au fur et à mesure la main-d'œuvre qui puisse s'intégrer, qui puisse prendre, si vous voulez, acte et activer dans ce domaine de la production. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Saadi? C'est un long chemin. Ça ne se fera pas sur un coup de baguette magique. On va traverser une période très difficile. Et ce n'est pas évident que les déclarations qui ont été faites par les différents responsables des marques qui disposeraient de sites industriels, ces déclarations-là, moi je ne suis pas convaincu à 100% qu'elles seront honorées. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, on part avec un déficit très très important. On n'a pas préparé cette période d'industrialisation par de la formation, par un réseau de production de pièces de rechange, etc. On s'est lancé, c'est bien qu'on se lance dans ce projet, je ne suis pas contre. Moi j'aimerais bien voir mon pays produire des voitures, toutes marques, etc. et pas que des voitures. Mais on s'est lancé trop brutalement, sans prendre le temps de préparer le terrain. Et aujourd'hui, et sur 2-3 ans encore, le client, le marché va souffrir. Sur le transfert de technologie, on n'en parle pas beaucoup dans le secteur de l'automobile. C'est si difficile que cela d'arriver un jour. Pourtant, certains pays asiatiques notamment, y sont arrivés. On ne pourra pas prétendre un jour aussi aller dans le moteur? Vous savez, le marché algérien a, depuis son ouverture en 1991, a été un marché extrêmement facile pour les constructeurs. Il est vrai qu'entre 1991 jusqu'à 2004-2005, les volumes introduits en Algérie étaient modestes et ne répondaient pas et n'ont jamais de toute manière répondu aux besoins du marché. Ceci dit, à partir de 2004, particulièrement avec le lancement du crédit à la consommation par la CNEP, le marché a connu une croissance fulgurante, atteignant en 2012, si mes souvenirs sont bons, quelques 535 000 voitures. Et là, 535 000 en 2012, alors que le crédit à la consommation
C'est pour vous dire que ce n'est pas le crédit qui a encouragé la croissance. Supprimé en 2008. Donc, malgré la suppression du crédit, la croissance avait continué. Et un marché aussi facile, parce qu'il faut savoir que le client algérien a pendant très longtemps été pas du tout regardant ni sur la couleur de sa voiture, ni sur les équipements, ni sur les délais des livraisons, ni sur le respect de la garantie, ni sur la qualité de service en termes d'après-vente. Tous ces aspects-là, le client s'en foutait un petit peu dans la mesure où l'essentiel pour lui, c'était d'accéder à la possession du véhicule. Mais il n'y a eu personne pour engager une réflexion et faire quelque chose qui pouvait amener... Oui. Alors, les professionnels, ceux qui distribuaient les véhicules, les concessionnaires, étaient tellement obnubilés par l'importation et la vente, même le service après-vente, ils l'ont négligé. C'est vous dire que, dans leur tête, passer à une phase industrielle n'était pas du tout dans leur vision. Ça, c'est d'une part. D'autre part, un constructeur qui trouve un marché où il découle 20, 30, 40 000 jusqu'à 80 000 voitures chaque année. Pourquoi viendrait-il chez vous installer une usine? Et pourquoi transférerait-il sa technologie chez vous? Puisqu'il vous vend des voitures facilement et vous n'êtes pas regardant. Et vous arrivez à en situer aujourd'hui les responsabilités? Écoutez, je crois que chaque père de famille est responsable de sa propre famille. On est d'accord? Donc, un État, des pouvoirs publics sont responsables de leur pays. Très bien. Donc, il y a un délit qui est à créer, celui de ne pas avoir anticipé, parce que finalement, quand on n'anticipe pas, quand on ne pose pas les bonnes réflexions, eh bien, ça joue des tours a posteriori. Et quelque part, la réflexion et l'anticipation devaient se faire et du côté des concessionnaires et du côté des pouvoirs publics, effectivement. Du côté des concessionnaires, comme disait M. Saadi, la réflexion était beaucoup plus orientée vers un marché à volume. C'était la course au volume, à tel point qu'on voyait des produits se vendre sur les trottoirs, excusez-moi. On les affichait, et il y avait des revendeurs indépendants qui avaient des véhicules à vous offrir, à vous revendre, qui étaient exposés sur... Vous savez qu'on en voit encore? Oui, tout à fait, sur certains artères. Et ce n'était pas les agents distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était les concessionnaires qui livraient carrément des clients qui achetaient... Qui créaient la pénurie. En fait, de gros volumes. Et donc, ces concessionnaires, à aucun moment, n'étaient braqués sur l'industrialisation, ni le montage, ni quoi que ce soit. Justement, oui. Et ce n'est qu'à partir du moment où les pouvoirs publics ont commencé à s'intéresser d'abord à mettre de l'ordre par le premier cahier des charges sur l'agrément à avoir dans la distribution automobile, qui devait réglementer la profession par les conditions à remplir au niveau des infrastructures, de la prévente, de la disponibilité de la pièce de rechange, de la garantie, etc. Ce n'est qu'à partir de là qu'on a commencé d'abord des débuts du changement. Et au moment où il y a eu les conditions sévères qui étaient imposées, même en termes d'équipement de sécurité, certains concessionnaires ont commencé, si vous voulez, à vivre une autre situation. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils produisent, à l'étranger évidemment, des véhicules encore un peu plus chers parce qu'ils avaient des équipements supplémentaires. Les airbags, l'ABS, par la suite le SP, etc. Et sur le plan industriel, effectivement, les pouvoirs publics ont aussi, je dirais, pris la décision par rapport au cahier des charges devant réglementer l'activité industrielle. Et aujourd'hui, connaissant l'automobile, d'abord c'est un marché professionnel. Si vous voulez, ne peut exercer ce métier que celui qui l'a déjà, en quelque sorte, vécu à un moment ou à un autre, dans des conditions bien précises. Donc un marché professionnel doit être orienté vers les professionnels. Aujourd'hui, on a assisté par exemple à une redistribution des cartes à travers les différents concessionnaires sans qu'on arrive vraiment à comprendre la problématique. Tout à l'heure, vous posiez la question sur le nom d'un concessionnaire établi, GMI. Personnellement, je ne le connais pas dans le circuit. Alors que des professionnels auraient pu aller dans le sens de cet investissement. Et ce qui est déplorable,
c'est que même les marques ont joué le jeu et ils n'ont à aucun moment réfléchi sur le devenir de leurs partenaires ou de leurs anciens partenaires qui aurait été opportun de les accompagner dans la phase d'industrialisation. Ils ont carrément tourné la veste, tourné le dos pour aller vers un autre concessionnaire. C'est pour ça qu'il nous semble que le marché est plus proche du bazar, encore une fois, que d'un marché structuré, un marché sérieux. Cela dit, la politique du gouvernement, est-ce qu'elle est quand même adaptée? C'est-à-dire qu'il fallait réagir aussi pour essayer de limiter. Mais qu'est-ce que vous auriez recommandé par contre pour atténuer la fracture? Il fallait réagir. Il fallait réagir d'abord par rapport à la normalisation du métier de concessionnaire automobile, dans l'exercice selon les règles bien précises, pour qu'il y ait justement la satisfaction du client algérien. Et pour la phase industrielle, il aurait fallu qu'on réagisse peut-être plus tôt et se donner un délai supplémentaire. On parlait tout à l'heure de stratégie, c'est-à-dire définir une stratégie industrielle pour l'industrie mécanique de manière à ce qu'on aboutisse pratiquement à une usine au sens propre du terme. Mais vous savez que sur la loi sur la monnaie de crédit, je vous renvoie à 1990, imposait aux concessionnaires de se lancer dans la production automobile dans un délai, je crois, de 5 années. Et ça n'a pas été fait. Donc en fait, ce qui est en cause ici, c'est encore une fois l'application, la non-application. Donc pourquoi c'est toujours la même chose? Pourquoi on fait des lois et à côté on fait du laxisme? Alors, si vous me permettez, moi je dirais que à l'ouverture du marché, il faut savoir une chose, c'est que l'univers automobile, nous en tant qu'Algériens, aujourd'hui nous sommes en 2016, j'estime, et ça n'engage que moi, que nous en tant qu'Algériens, on est encore en phase d'apprentissage. On ne sait pas ce qu'est le véhicule, comment on le fabrique. Mais d'autres pays ont appris en moins de temps. On peut apprendre, à condition qu'on se donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est pas uniquement les moyens financiers, les moyens en termes de formation, etc. Il faut qu'on se donne le temps aussi, qu'on prenne le temps. On est toujours pressé. Vous savez, vous me parlez des concessionnaires qui n'ont pas investi sur des projets industriels, alors que la loi sur la monnaie et le crédit de 1990 les obligeait après un délai de 5 ans. Je vous disais il y a un moment que le marché était tellement facile que c'est le client qui s'adressait, qui courait derrière le concessionnaire pour avoir un véhicule, à n'importe quel prix. Donc voilà, on ne sait pas consommer et on ne sait pas produire. Il faudrait qu'on se remette un petit peu en question, nous, en tant qu'Algériens, et qu'on se dise, il est grand temps pour nous d'apprendre à faire les choses correctement, étape par étape. On veut faire de l'industrie. Je reviens à ce que disait M. Yadaden il y a un moment. Pour le cahier des charges, le premier de 2014, qui a instauré des équipements de sécurité. OK, c'est une excellente chose. Sauf que, est-ce qu'on était obligé d'arrêter brutalement les importations en raison de ce cahier des charges? On aurait dû, à mon avis, instaurer le cahier des charges avec un délai d'application de 6 mois. Mais je vais même plus loin. Est-ce que le cahier des charges est aujourd'hui bel et bien appliqué dans toutes ses clauses, oui, mais dans toutes ses dispositions? Il est arrivé pourquoi? Parce que tout le monde s'est alarmé à un moment donné que le nombre d'accidents sur la route était en nette croissance. Est-ce que depuis l'arrivée du cahier des charges il y a 2 ans, les accidents ont baissé? Parce que vous croyez, vous, que c'est l'ESP ou l'airbag qui conduit la voiture? Non. Que devient le quota qui était imposé aux concessionnaires, aux constructeurs, pour équiper leurs véhicules d'un système gazier et non pas d'essence? Oui, mais ça, c'est le marché qui décide. C'est pas... Oui, mais le texte, il est toujours en vigueur? Oui, il est en vigueur, oui. Et est-ce qu'il est appliqué? Oui, il est appliqué, mais s'il n'y a pas de demande du marché... D'accord. Donc, en plus que la transformation se fait localement. Ouais. Autre question que j'aimerais vous poser, le gouvernement aussi s'est engagé en raison de s'engager dans l'économie d'énergie. Est-ce qu'il le fait? Est-ce que les véhicules se sont équipés? Les véhicules de l'État sont équipés aujourd'hui de plus en plus de ce type de
Quelques-uns, on voit les D'accord, donc véhicules on ne le sent pas réellement. Non, non, ça n'a pas d'impact. Donc c'est encore une fois des mots qui sont dits et qui ne sont pas suivis des faits. Je voudrais parler du système du marché de l'occasion. Alors lui aussi, il évolue bien en ce moment à côté du marché officiel. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce marché de l'occasion? Est-ce qu'il est prospère aujourd'hui? C'est un marché très prospère. C'est un marché qui profite à des groupes qui interviennent sur les différents marchés à travers le territoire national. Mais c'est un marché qui a besoin d'être moralisé, qui a besoin d'être organisé. Donc il a aussi ses concessionnaires. Absolument, absolument. Et l'intérêt aujourd'hui, on discutait tout à l'heure, c'est d'arriver à organiser ce marché. Et une bonne partie de la main-d'œuvre ou des collaborateurs qui ont quitté le circuit de l'automobile à travers la baisse des volumes auraient pu se recycler dans le marché du VO si ce marché était organisé. Comment? Le VO, c'est le véhicule d'occasion. D'accord. À travers un cahier des charges. Un cahier des charges spécifique réglementant l'activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion. Cela engendrerait inévitablement la création de réseaux de vente organisés ou même de vendeurs indépendants mais structurés tels que ça se pratique en France par exemple. Vous avez le réseau Peugeot VO ou même le réseau VO d'autres marques. D'accord. Rien n'est dit sur ce marché, moi, je pense qu'il y a je pense qu'il y a des projets, il y a peut-être de la réflexion, mais disons que peut-être on ne veut pas griller les étapes. Et on espère que cela aboutisse le plus tôt possible. Un mot là-dessus, sur ce marché d'occasion. Oui, voilà un marché qui échappe complètement à l'État. Est-ce qu'on peut le quantifier financièrement? Bien sûr. Vous l'évaluez à combien? Financièrement, je ne sais pas, franchement. Mais en volume, je peux le quantifier. Vous savez, sur un marché donné de véhicules neufs, vous avez un chiffre 300, 400, 500 000 ou 1 million de voitures. Le marché de l'occasion, en général, c'est une règle, c'est 3 fois plus. Donc si on considère que le marché algérien, c'est 350 à 400 000 voitures, donc le marché de l'occasion, c'est à peu près 1 million, 1 million 100 000. Donc 1 million 100 000 de véhicules qui changent chaque année de propriétaire et l'État ne gagne rien dessus. S'il y avait eu un texte qui réglementerait ce marché, c'est-à-dire que le véhicule d'occasion, chez nos voisins marocains, ça se fait. Le véhicule d'occasion est commercialisé effectivement dans les souks, ça existe encore, mais néanmoins, vous trouverez Renault Occasion, Peugeot Occasion, Citroën Occasion, etc. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi, par exemple, les concessionnaires qui n'ont pas eu droit de faire de l'importation depuis l'instauration des quotas, on ne leur attribue pas une partie de ce marché, au moins le marché des marques qu'ils représentaient? Ou alors imposer aux concessionnaires, aux 178 concessionnaires qui étaient en activité, de s'impliquer sur la gestion du marché de l'occasion à travers un cahier des charges établi par les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il y a une seule marque qui s'est un peu intéressée à ça en faisant de la promotion pratiquement de son réseau. Et ça fait travailler son réseau sur le plan technique. C'est Peugeot, où vous faites la mise à jour ou la révision de votre véhicule avec une mise à jour, avec une garantie de 6 mois. Donc il rentre avec le label Peugeot, mais c'est une prestation, ça reste une prestation. Ouais. Alors, pour en revenir à moi, est-ce que vous avez un bon tuyau pour que j'achète un véhicule neuf à bon prix? C'est possible aujourd'hui? Je pense que... Si, c'est possible. Mais il faut patienter quand même. Si, c'est possible. Il faut patienter. Il faut avoir un gros chèque. Un gros chèque. Est-ce que vous, qui êtes directeur d'un magazine automobile, vous souffrez aujourd'hui du marché publicitaire qui émanait de bien évidemment. Comme beaucoup. Oui, comme tous. Ouais. Comme tous. Oui. Oui, si vous voulez, toutes les répercussions directes et indirectes sont vécues par tous les prestataires qui travaillaient avec le monde de l'automobile. Dans le domaine de la logistique, du stockage, le manque à gagner au niveau des recettes douanières. Le VO, par exemple, si on avait redynamisé l'activité VO, on aurait permis peut-être de combler une partie des recettes douanières qui ont baissé. Eh bien, écoutez, c'est sur ces mots que nous allons
arrêter cette émission. Je vous remercie de votre participation. Merci à vous. Les perspectives ne sont pas joyeuses pour le marché automobile, en tout cas à court terme, donc inutile de s'engager trop dans des cadeaux de fin d'année en matière automobile. En tout cas, je voudrais pour ma part vous remercier d'avoir suivi cette émission et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. À la semaine prochaine, évidemment à vous-même aussi. Merci, bonne Au année. revoir.